Allô? Oui, allô, docteur Christian. Ok. Donc, Vous avez la parole. merci beaucoup pour la parole. Ça n'a jamais été facile de parler après un maître. Les professeurs Bodi pour nous l'appelons habituellement, je salue docteur Oli Kazaki, là, nous l'appelons Papy. Pour nous, ce n'est pas qu'un professeur, c'est aussi un père. Il nous a vu grandir, naître en pédiatrie. Parler après lui, ce n'est pas facile. On m'a appelé, on m'a dit, docteur, le professeur il est bloqué en route. Est-ce possible d'intervenir avant? J'ai dit, les fils ne font rien sans que les pères ne leur aient révélé quelque chose. Demandez au père, alors le père dira ce que le fils va faire. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on nous a donné 40 minutes pour l'intervention. Le prof Bodi a dit en passant que les pasteurs et les enseignants parlent beaucoup. Et de surcroît, si vous êtes pasteur et en même temps enseignant, comprenez que la portion est doublée. Donc, nous allons parler du diabète sucré aux urgences, mais nous allons prendre une autre approche, c'est-à-dire on commence par un cas clinique, on réfléchit ensemble, c'est un peu comme un brainstorming, et puis après, nous allons donner des recommandations. Je passe très bien, le volume est bon, j'espère. Allô? Oui, docteur. OK, ça va. Vous êtes médecin, vous êtes infirmier titulaire, vous êtes personnel de santé. Vous êtes à l'hôpital, on vous appelle en urgence, on vous dit, docteur, il y a un enfant de 4 ans qui vomit. Depuis ce matin, il vomit beaucoup. Il a perdu du poids, il réclame à boire de l'eau. Depuis près de 2 semaines, il boit de façon exagérée, inhabituelle. Mais en passant, le père dit que son médecin traitant venait de le prendre en charge récemment, ça fait 2 semaines, d'une infection ORL. Donc, il avait une amygdalite, il avait une otite, il avait quelque chose de pareil. Ça fait 2 semaines passées et on constate qu'il urine beaucoup. C'est un enfant qui a 4 ans. Il a 4 ans, c'est-à-dire il ne faisait plus pipi au lit et tout. Depuis ses 3 ans, c'est un enfant qui est propre. Mais on se rend compte qu'il commence à faire pipi. Il a de l'énurésie nocturne. Et il arrive aux urgences, c'est un enfant qui est déshydraté. Il est bien cerné, il a peut-être un pli de déshydratation. Il est pâle, il est asthénique, il est très faible. Et pendant votre examen, il demande d'uriner 2 fois. Il dit à son père que ça ne va pas, je voudrais aller uriner. Et vous l'examinez, vous vous rendez compte que ces constantes à l'arrivée sont telles que présentées. Il a une température à 33,3. Il a perdu du kilo, il a perdu 2 kilos en moins de 2 semaines. La fréquence cardiaque, la tension est là. Mais particulièrement, on se rend compte qu'il a une fréquence respiratoire élevée. Il a une polypnée à 60 cycles par minute. En passant, le professeur Bodi a dit la même chose. Mes diapositives, vous allez m'excuser. Pour la version finale, peut-être qu'on va retravailler pour vous envoyer. Mais pour avoir de la matière, on va utiliser ces diapos. On fait un bilan initial aux urgences pédiatriques, là où vous travaillez, partout, cliniques universitaires ou dans un centre hospitalier quelconque. On se rend compte que la numération formule sanguine, la CRP, tout est normal. L'ionogramme sanguin montre essentiellement une hyponatrémie à 125 millimol. Et le reste du bilan est là. Avant de continuer, je pose la question à l'Assemblée. Vous pensez à quoi? 1 minute, je vous donne 1 minute de chez moi. Quelqu'un peut répondre, il pense à quoi, cet enfant? 4 ans, perd du poids, il boit beaucoup, il irrite, il vomit, il est déshydraté, il est faible, il fait pipi au lit. Vous pensez à quoi? Il est polypnéique. Merci. Et il a une hyponatrémie sévère.
Vous pensez à quoi, pourquoi? En une minute. Évidemment que vous avez vraiment de penser dans Alors, je vous saisis mal. Oui. Vous pensez, quel est votre diagnostic et sur base de quels arguments? Ça fait déjà 30 secondes. La minute tend à la fin. « 45 secondes. Allô? Et la notion d'énurésie. Et même lorsque l'enfant était en plein examen, il demandait à ce qu'il puisse uriner. Je n'ai pas suivi. L'autre avait coupé le son, c'est rétabli. Le diagnostic, c'était quoi? Je pensais à un diabète sucré qui est probablement de type 1, qui est compliqué par un facteur infectieux. La notion, dans ses antécédents, on a parlé d'une infection ORL et la notion d'énurésie et même le besoin d'uriner qui était intempestif lors même de son examen. Mais bien que ça, c'est cliniquement qu'on a pensé à ça, mais il fallait aussi faire la glycémie pour pouvoir aussi compléter pour affirmer le diagnostic. Ça va. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je peux continuer. Merci beaucoup pour votre réponse, docteur. En fait, c'est juste pour faire une mise au point de tout ce que nous faisons aux urgences. Et l'intérêt, en passant, je suis en train de féliciter, je ne l'ai pas fait au début, Cortex Santé pour ces genres d'initiatives. Le professeur Bodi a dit, nous demeurons étudiants à vie. Donc, bref, moi, je penserai à ceci. OK. Donc, c'est juste pour dire que tous les cas de gastro-entérite qui viennent aux urgences ne sont pas nécessairement d'origine infectieuse. Rassurez-vous que cet enfant a une numération fourmi sanguine qui est normale, avec une CRP qui est normale, bien que le professeur en passant a dit on ne soigne pas le bilan. C'est-à-dire on soigne le patient de façon globale. Mais un enfant qui vous vient en urgence avec ces tableaux qui est présenté, il a un syndrome cardinal, un syndrome polylipsique. C'est un enfant qui boit beaucoup, qui urine beaucoup, qui commence à faire des dénurésies, surtout nocturnes, qui vomit beaucoup et qui a une détresse respiratoire. Pensez à une acidocétose. Il peut probablement s'agir d'un enfant qui est diabétique, mais qu'il faille bien prendre en charge en urgence et puis soigner. Parce qu'en fait, l'acidocétose, c'est une gravité, une sévérité. Et dans notre contexte congolais, surtout en Afrique, on a fait un travail à l'époque aux cliniques universitaires de Kinshasa. Et puis, dans la littérature, plus de 60% des diabétiques sont méconnus. Vous vous souviendrez du terme hyperglycémie réactionnelle. Beaucoup d'hyperglycémies sont laissées comme ça pour compte. 400 de glycémie, on dit c'est une hyperglycémie. Les médecins hésitent de mettre de l'insuline. Les médecins hésitent de poser le diagnostic du diabète sucré et la prise en charge en urgence. Mais il y a un autre diagnostic différentiel que vous pouvez poser, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, c'est l'insuffisance surrénale. Vous avez un enfant aux urgences qui fait une hyponatrémie sévère, profonde comme ça avec ces signes. Pensez aussi à l'insuffisance surrénale. Mais nous sommes dans les contextes du diabète. Et vous l'avez dit, docteur, félicitations. Devant un tableau pareil, vous allez faire une glycémie capillaire pour voir si effectivement il a une hyperglycémie.
Mais la glycémie veineuse ne peut pas attendre la prise en charge. C'est-à-dire, il ne faut pas demander aux urgences d'atteindre une glycémie veineuse pour prendre en charge un enfant qui est suspect d'un diabète qui est décompensé, c'est-à-dire qui fait une acidocétose. Vous demandez la glycémie veineuse, dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y en a même pas. Ne dites pas, allez à tel endroit en ville, alors nous attendons les résultats. On n'attend pas les résultats d'une glycémie veineuse. Si vous avez une bandelette urinaire, vous pouvez faire une cétonurie, voir s'il y a la cétonurie ou la glucosurie, mais la cétonurie, elle est plus remarquable dans le cadre d'une acidocétose. Mais sinon, aux cliniques universitaires, à un moment donné, je sais, aux soins intensifs, on avait des bandelettes de cétonémie. Et les gaz du sang peuvent venir après. Mais l'examen prioritaire pour confirmer les diagnostics, vous n'attendez pas la glycémie veineuse, vous n'attendez pas les autres. Si vous n'avez pas de bandelettes urinaires pour voir la cétonurie, mais sur base d'une glycémie très élevée avec un tableau pareil, vous pouvez suspecter une acidocétose. Et cet enfant ici, on va parler de la prise en charge classique après, mais on traite d'abord ces cas. Donc, cet enfant qui est venu aux urgences, qui a ces tableaux que nous avons présentés, c'est-à-dire c'est un enfant qui a perdu du poids, qui commence à boire beaucoup d'eau, il commence à faire pipi alors qu'il ne le faisait pas, il a 4 ans, et c'est un enfant qui est déshydraté, un enfant qui a une détresse respiratoire, que vous appelez ou que nous appelons la respiration de Kussmaul, vous pensez à une acidocétose. C'est un enfant qui doit être hospitalisé. Ne dites pas, c'est une déshydratation, on va mettre le SRO, il va rentrer à la maison et tout. Non, c'est un enfant qui présente les signes de gravité. Le professeur Mbayabo parlera d'un autre aspect des urgences, dans la gestion de la détresse et tout ça. Donc, bref, il a des signes d'urgence. C'est un enfant qui doit être hospitalisé et qui doit être orienté. Mais l'orientation, où est-ce qu'il sera pris en charge, dépend de certains facteurs que nous allons voir après. Bref, cet enfant sera hospitalisé. Vite, nous allons placer un monitoring cardio-respiratoire, c'est-à-dire il doit être scopé, ou sinon, si vous n'avez pas de scope à l'hôpital, il faut la surveillance de constance, si vous le voulez. On place des abords veineux. En cas d'une acidocétose comme ça aux urgences, il faut vite faire pour placer un abord veineux. Le professeur a parlé de la gastro-entérite. La perte hydrique peut entraîner un choc hypovolémique. On ne soigne pas un enfant qui a une acidocétose et on ne laisse pas un enfant qui a une acidocétose en train de manger pendant l'insulinothérapie fonctionnelle. Donc, cet enfant sera mis à jeun. S'il a un collapsus, on va entrer dans les détails après. Il faut prendre en charge, il faut une phase de réhydratation au départ pour sa prise en charge, et puis l'insulinothérapie viendra après. Je crois vite. OK. Donc, pour un petit rappel, le diabète de l'enfant, c'est essentiellement le diabète de type 1, mais on a d'autres types de diabète qui existent aussi chez les enfants. De plus en plus avec vous savez, nous, en Afrique, pour ne pas dire au Congo, quand un enfant prend du poids, on se dit, papa la bangoise donc faut avoir santé. Mais de plus en plus, on a des cas de diabète de type 2 chez les enfants. Mais essentiellement, c'est le type 1 qui est le diabète le plus répandu chez les enfants. Et puis, on a les autres types spécifiques, ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Donc, vous avez un syndrome polylipsique et vous avez une glycémie casuelle qui est au-delà des 2 grammes. Là, je parle du diagnostic positif. Quand est-ce que vous pouvez parler du diabète? Vous faites une glycémie chez cet enfant qui a peut-être un syndrome polylipsique. On vous dit, docteur, ça fait un bout de temps, je remarque que mon fils, il commence à uriner beaucoup, il boit beaucoup d'eau. La polyphagie, c'est ainsi qui est un constant chez les enfants de plus en plus. Mais le syndrome polylipsique et l'amaigrissement, donc le syndrome cardinal, peuvent faire évoquer un diabète sucré chez l'enfant. Et puis, l'argument épidémiologique, c'est-à-dire l'âge inférieur à 14 ans, c'est-à-dire chez les adolescents, ou soit l'âge inférieur à 14 ans. Donc, vous avez une glycémie chez cet enfant qui est supérieure, ça c'est une glycémie à jeun, supérieure à 1,26 g par litre ou 7 mmol par litre, après un jeûne d'au moins 8 heures.
Donc, quand on dit un enfant qui est à jeun, au moins 8 heures, mais prélevé 2 fois, à 2 reprises, on s'est dit, essentiellement, c'est une hyperglycémie à jeun. Probablement que cet enfant, associé au syndrome polyuropolydipsique, c'est un enfant qui peut être diabétique. Mais en passant à cause vous connaissez les seuils de filtration rénale du glucose, le docteur Orly Kazadi est là pour parler du rein. Donc, vous faites une bandelette urinaire, vous trouvez une glycosurie. C'est possible dans le cas du diagnostic positif du diabète. Vous faites dans la bandelette urinaire, toujours à la bandelette urinaire, vous trouvez une cétonémie ou une cétonurie plutôt, ou soit vous faites une cétonémie qui est supérieure à 3 millimoles. Mais ça, c'est plus dans le cas d'une complication. Parce qu'en fait, la plupart d'enfants qui viennent en consultation, surtout même aux urgences, la découverte du diabète sucré chez les enfants dans notre milieu ou dans notre contexte, c'est souvent dans le cadre d'une complication et souvent c'est l'acidocétose. C'est l'acidocétose révélatrice de la maladie. Les diabétiques sont méconnus, ils sont là dans la population. Il y a même le docteur Fabien Zoko à l'époque qui a fait un travail sur le diabète en milieu scolaire. Donc, on s'est rendu compte que même les enfants à bas âge peuvent faire le diabète. Mais le diabète des enfants dans notre milieu est méconnu. Donc, c'est des découvertes fortuites. Soit les enfants viennent déjà dans une phase de complication avec une acidocétose qui révèle la maladie. Donc, ces enfants peuvent venir avec un syndrome polyuropolydipsique, une glycémie à jeun 2 fois, au-delà de 1,26 grammes par litre, mais en passant, on se rend compte que la bandelette urinaire révèle déjà une cétonurie. Donc, un enfant qui a une glycémie élevée, n'oubliez pas de faire une bandelette urinaire si vous n'avez pas des bandelettes de cétonémie à l'hôpital. Ça, j'avais déjà dit, en rouge, les diagnostics n'attendent pas la glycémie veineuse en ville, surtout dans les contextes d'urgence. La glycémie capillaire permet de confirmer si jamais vous avez une suspicion d'un diabète sucré. L'hémoglobine glyquée ne sera pas demandée pour poser le diagnostic. L'hémoglobine glyquée permet de confirmer effectivement qu'il s'agissait d'une hyperglycémie chronique qui a daté d'au moins 3 mois. Mais vous savez, dans notre contexte en Afrique, même dans d'autres pays d'Afrique, les auto-anticorps ne sont pas dosés. On ne prélève pas parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème de plateau technique. Mais normalement, pour dire diabète sucré de type 1, vous devez avoir les auto-anticorps qui sont cités. Et puis, il faut rechercher les autres maladies auto-immunes, notamment l'hypothyroïdie auto-immune, la thyroïdite Hashimoto, la maladie cœliaque ou l'insuffisance surrénale auto-immune. Donc, bref, parce que dans le diabète sucré, vous avez pratiquement la conjugaison des 2 faits. D'un côté, vous avez une prédisposition génétique, bien que la génétique elle est plus marquée dans le diabète de type 2 que dans le type 1. Mais on peut quand même avoir une composante génétique et puis des complexes d'histocompatibilité majeure. Mais de l'autre côté, vous avez l'auto-immunité qui est la génétique prédispose à faire la maladie, mais l'environnement vient déterminer la maladie. Vous avez les infections d'abord. Cet enfant qui est prédisposé à faire le diabète, mais qui a fait par exemple des oreillons à bas âge, le Coxsackie virus ou les autres virus qui ont une parenté antigénique, une similitude antigénique avec les cellules bêta-désilo de Langerhans, l'enfant va développer des auto-anticorps qui vont détruire ces cellules bêta-désilo de Langerhans. Ils vont entraîner une insulite. Et cette inflammation au niveau pancréatique peut évoluer comme ça à bas bruit pendant des années, même une dizaine d'années. Et quand la destruction des cellules bêta-désilo de Langerhans atteint autour de 80%, alors vous aurez une carence absolue en insuline qui sera remarquable. Comme il y a une carence absolue en insuline, donc bref, vous aurez il y aura presque plus d'insuline et l'organisme va chercher, donc le glucose ne sera plus transporté pour aller dans les cellules, alors l'organisme va chercher les voies de suppléance. Donc, bref, l'acidocétose aux urgences révèle souvent le diagnostic du diabète. Soit c'est une acidocétose révélatrice, comme j'ai dit,
ou une complication, ou que c'est un enfant qui était diabétique suivi quelque part. À Kinshasa, vous avez le réseau de soins de santé primaires qui s'occupe des diabétiques. Et c'est un enfant peut-être qui n'avait pas bien suivi, et qui n'est pas compliant au traitement, il peut faire une complication. Soit sur base d'une infection quelconque, il peut faire une complication. Alors on l'amène aux urgences. Après l'infection de COVID-19, en tout cas, les taux de diabète dans le monde, dans certains endroits, avaient pratiquement galopé parce que le diabétique commençait, pas seulement le diabétique, beaucoup de gens commençaient à fuir l'hôpital. Hein, la peur des parents de se rapprocher du milieu médical et tout. Donc, une disponibilité réduite des services médicaux, des facteurs psychosociaux et ethniques ont fait en sorte que les diabétiques soient mal suivis et ils ont fait des complications. Mais bon, chez nous, c'est vrai que semble-t-il que le soleil nous a protégés contre le COVID-19. Donc, je pense qu'il y a eu moins de cas d'acidocétose. Bon, là, on passe, c'est l'épidémiologie. Ce qui est important, pourquoi nous devons connaître l'acidocétose et la prise en charge? Vous devez savoir que l'acidocétose entraîne une dysfonction de la mémoire chez les enfants diabétiques de type 1. Donc, ça a un impact négatif sur le développement du cerveau. Donc, les termes hyperglycémie réactionnelle, à mon humble avis, je pense qu'ils devraient être mis à l'écart et que nous puissions rechercher activement les diabétiques et les prendre en charge en conséquence, surtout en urgence, pour éviter que plus tard, ce n'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est l'organisateur qui a dit qu'il y a certaines personnes qui ont perdu la mémoire et commencent à nous attaquer. Il y a des facteurs de gravité liés à cette pathologie. Essentiellement, sur cette diapo, j'attire votre attention sur l'âge. Cet enfant que nous avons présenté au départ a 4 ans. Donc, cet enfant entre effectivement dans le critère de gravité d'une acidocétose. Un diabétique qui vient aux urgences, un enfant qui vient aux urgences qui vomit, qui a tous les tableaux que nous avons cités au départ, et cet enfant, de surcroît, on se rend compte qu'il a une glycémie élevée. Chers médecins, ne disons plus hyperglycémie réactionnelle. Essayons de voir si ce n'est pas un diabète, si ce n'est pas une acidocétose, traitons efficacement. Parce que si c'est un tout petit de moins de 5 ans, c'est un critère de gravité. Et cet enfant, plus tard, à cause de l'acidocétose, peut devenir un fardeau social. Et la prise en charge au niveau social dans notre pays, vous connaissez ce qu'est. Un enfant qui a des troubles neurologiques, le reste, ça vous aurez dans les notes, mais j'insiste sur les 2 points. Un comateux, un enfant qui vient en coma, c'est vrai, il peut s'agir d'une méningite, méningoencéphalite, neuropaludisme, mais pensons à autre chose. Ça peut être un problème métabolique. Ça peut être une acidocétose. Bien sûr, vous allez faire l'anamnèse pour rechercher les autres signes associés. Parce que la plupart de nos enfants qui viennent en coma, pour ne pas dire certains, ont une glycémie élevée et nous disons hyperglycémie réactionnelle. Recherchons l'acidocétose car elle est délétère. Il y a des signes que je vais vous laisser dans les diapos qui peuvent vous faire, vous montrer, vous donner une idée sur différentes phases. Soit c'est une acidocétose, soit c'est une cétose qui est au départ. La phase de cétose, mais sans acidose. Il y a des diabétiques qui viennent aux urgences qui sont encore dans une phase de cétose sans acidose. Je pense que vous avez déjà vu ça même aux urgences. Vous avez un enfant qui vient, vous faites une bandelette urinaire. L'idée était de rechercher une infection urinaire. Vous voyez, on vous dit cétonurie, 2 croix. Ça aussi, il ne faut pas aller au-delà pour dire il a une cétonurie. Probablement qu'il est diabétique. Non. Quelqu'un qui reste à jeun à partir de 3 heures du temps peut faire peut avoir de l'acétone dans les urines parce qu'il entre dans la phase catabolique, dans la bêta-oxydation des lipides, peut avoir des cétones sans avoir. Mais un diabétique peut commencer par une phase de cétose et évoluer vers une acidose. Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Orientation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un enfant qui vient aux urgences, notre enfant de 4 ans,
Vous faites quand même un bilan après, vous vous rendez compte, à part son hyperglycémie, il a une acidose. Mais il a un pH qui est supérieur à 7,20. Donc, c'est une acidose qui est légère. Normalement, soit vous faites un appel, vous appelez les superviseurs en endocrinopédiatrie. C'est vrai, vous allez l'hospitaliser. Même en pédiatrie générale et tout, vous pouvez débuter les traitements en sous-cutané. On verra les protocoles après. Mais s'il a une acidose sévère, il a une acidose, admettons, un pH inférieur à 7,20 ou soit, disons, un pH inférieur à 7,1, une acidose sévère. Là, c'est un enfant qui est hospitalisé aux soins intensifs. Il ne va pas rester, par exemple, chez nous aux cliniques universitaires. On ne va pas le laisser en bas aux urgences. C'est un enfant qui doit monter au CIP, de la salle des urgences ou à l'USC si vous êtes ailleurs. Et puis, vous débutez le protocole de la prise en charge d'une acidocétose. De façon succincte, le schéma thérapeutique pour prendre en charge cet enfant. Je voudrais être un peu pratique aujourd'hui parce que vous savez, les diabètes, si on entre dans beaucoup de physiopathologies, on va se perdre. Je voudrais qu'on soigne cet enfant qu'on a présenté au début. OK. Il faut retenir ceci. Le traitement de l'acidocétose aux urgences, parce qu'en fait, la complication la plus évidente d'un diabète de type 1 chez les enfants, pour ne pas dire un diabète des enfants, parce qu'au Congo, si vous avez un enfant qui a une hyperglycémie, qui est suspect du diabète, le premier diagnostic, c'est le diabète de type 1. C'est sur base de l'argument ou des arguments épidémiologiques qu'on pose des diagnostics. Mais l'idéal aurait été de faire des auto-anticorps pour confirmer qu'il s'agisse effectivement d'un diabète de type 1. Mais faute de plateau technique adéquat, dites-vous, un enfant diabétique, c'est d'abord le type 1. Mais en tant que médecin, on peut voir, est-ce que c'est un diabète, un enfant qui est obèse, un enfant. C'est pourquoi la prise du poids, de la taille et tout, les paramètres anthropométriques sont obligatoires en pédiatrie. Actuellement, il y a même dans les carnets de santé, vous avez des courbes et tout ça. La pédiatrie, c'est pourquoi même lors de certains, il y a des étudiants dans la salle, des jurys, l'examen des jurys de pédiatrie ne va pas directement dans les diagnostics. On voit les paramètres anthropométriques. C'est important. Donc, bref, c'est le type 1. 1, réhydratation. Et puis, correction des désordres hydroélectrolytiques. Je vais laisser cette partie-là au docteur Orly Kazali pour ne pas mélanger les choses. 2, insulinothérapie qu'on appelle insulinothérapie fonctionnelle, en IV. 3, on recherche une cause déclenchante. Le médecin qui a répondu, je n'ai pas écouté le nom, a dit probablement il s'agissait d'une infection, bien que dans ces contextes, il n'y a pas une infection active, mais on relate quand même le fait qu'il y avait une infection ORL avant. Donc, cause déclenchante, est-ce une infection? Est-ce un manque de compliance au traitement ou autre chose? Est-ce qu'il a arrêté son insuline? C'est un ancien diabétique connu ou pas? Est-ce que c'est un diabète de nouveau? Est-ce qu'il vient d'arriver? On vient de découvrir pour la première fois qu'il est diabétique. Et puis, correction de l'acidose sévère. Si c'est sévère, cette correction, elle est particulière. Là, ce n'est même plus les pédiatres, ce sont les réanimateurs qui s'en occupent. On va voir. Qu'est-ce qu'on fait? Cet enfant qui est venu aux urgences, notre chef du service des urgences au clinique universitaire, c'est le professeur Bodi qui est avec vous. Donc, il ne faut pas dire que les parents n'ont pas de moyens. Nous n'avons pas pu faire les anticorps anti-GAD, les anticorps anti... Non, non, non. Nous n'avons pas pu faire les pH et tout, tout. Non. Je vous ai dit ici en passant que l'examen pour confirmer qu'il s'agisse d'une forte suspicion d'un diabète, d'abord d'un diabète, c'est la glycémie. N'attendons pas la glycémie veineuse. Nous n'allons pas dire, bon, sans citer le nom des hôpitaux délimités, je crois que là-bas, c'est la plus haute qualité de laboratoire. Ça n'a rien à voir avec ça. Avec l'appareil, le glycomètre, on pose les diagnostics aux urgences. On n'a pas besoin de choses compliquées. On fait un dextro, une glycémie capillaire. Vous avez une glycémie casuelle, une glycémie qui est au-delà de 11,1 millimol par litre, ou soit 200 mg par décilitre. Les facteurs de multiplication ici, c'est 18.
Si vous avez les millimoles, vous pouvez multiplier par 18, vous tombez à 198, à peu près 200. Donc, bref, vous avez une glycémie qui est au-delà de 200. Avec tous les signes qu'on a cités chez notre enfant de 4 ans, on va chercher son nom après. Peut-être Possien. Non, bon, sinon le président risquerait de... Ça va. Donc, bref, cet enfant de 4 ans qui vient avec ces syndromes qu'on a vus là, polyuropolydipsie, vomissement, amaigrissement, et puis énurésie nocturne. Pensez à un diabète, mais il a une polypnée en plus. Pensons à un diabète, mais qui est décompensé, probablement une acidocétose. Et on fait une glycémie capillaire. Il y a une glycémie au-delà de 200. On n'est pas obligé de faire le pH et tout après, sur place. Non. On peut faire peut-être une bandelette urinaire pour voir s'il a une cétonurie. On se rend compte qu'en plus, il a une cétonurie. En tout cas, on le prend en charge comme étant un diabétique. Donc, le bilan qui est en bas, que j'ai mis en bleu, peut suivre après. On n'est pas obligé de faire ça au départ. La glycémie capillaire ou peut-être la bandelette urinaire, je m'attarde là parce que c'est important. On perd le temps. La prise en charge de l'acidocétose est une urgence. Il ne faut pas perdre du temps. L'ionogramme, les bilans infectieux, on peut suivre après. Donc, parce que de toutes les façons, vous allez voir dans la prise en charge qu'il y a des perfusions standardisées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'ionogramme au début pour prendre en charge l'acidocétose. Les bilans infectieux adaptés, orientés au point d'appel, peut suivre après. On verra le rythme. Surveillance et adaptation. Cet enfant sera à l'hôpital. Qu'est-ce que nous allons faire? 1. Monitorage scopé. C'est un enfant on doit suivre les constantes. Il faut surveiller. Dans certains centres médicaux dans lesquels nous travaillons, peut-être qu'on n'a pas de moniteurs et tout pour suivre, mais l'idéal, c'est que cet enfant soit scopé. Ou sinon, vous faites une feuille de surveillance, vous dites aux infirmiers qu'est-ce qu'ils doivent surveiller. La conscience. Vous devez surveiller la conscience, vous devez surveiller la fréquence cardiaque, respiratoire, la saturation en oxygène. Parce que cet enfant, en vomissant, peut faire une inhalation et puis faire une pneumonie d'inhalation, par exemple. Donc, il peut désaturer. Il peut même avoir besoin d'une assistance. Là, le prof Mayabou peut-être va aborder cet aspect. La tension artérielle, il peut être dans un état de choc et tout. Il faut suivre. La diurèse. Le docteur Kazadi Orly va vous dire que la diurèse est très importante dans le sens des déperditions hydriques. Quand vous avez un trouble hydroélectrolytique, parmi les éléments à surveiller, c'est la diurèse. Mais le sondage n'est pas systématique. La miction peut suffire et tout. Mais si vraiment vous voyez qu'il y a une oligurie et tout ça, en tout cas, on peut le faire pour suivre un peu la diurèse. Parce que l'acidocétose en elle peut être accompagnée d'autres complications associées. Dextro-horaire. Donc, cet enfant, cette glycémie, bien sûr, on va le soigner, doit être suivi de façon horaire. Chaque heure, ne laissez pas un enfant avec une acidocétose. Le médecin dit, il est 15 heures, je rentre à la maison. En cas d'une acidocétose, le médecin ne rentre pas. Sinon, on se fait remplacer. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive. Pour la plupart du temps, on laisse une prise en charge, on dit à l'infirmier, c'est bien, mais je pense qu'en cas d'une acidocétose, ça peut se faire ainsi, mais le suivi doit être régulier et puis rapproché. Donc, un dextro horaire. Ne laissez pas un glucomètre sans bandelette. Cet enfant de 4 ans ne peut pas rester à l'hôpital avec un glycomètre sans bandelette. Prenez soin de laisser un nombre de bandelettes suffisant parce qu'on va faire la glycémie toutes les heures. Cétonémie, si vous avez le bandelette de cétonémie, sinon bandelette urinaire. Parce qu'en fait, vous allez voir que la prise en charge de cet enfant, c'est jusqu'à la normalisation, mais progressive de la cétonémie. Donc, il ne faut pas laisser un enfant qui a encore une cétonurie, vous dites, ça va. Je crois que ça va. Comme Kotala, non, 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 non. C'est-à-dire, il faut vous rassurer qu'il n'y a plus cétonurie. Vous voyez, je parle lentement, de façon posée, pour que nous puissions, et j'insiste sur le point capital.
OK. L'ionogramme sanguin, uréa, gamme du sang, tout ça. Ça, je sais que chez nous, il n'y a pas de sécurité sociale, la cagnotte elle est insuffisante, mais l'idéal, c'est de faire ces examens à H4, H8, H12, H24. Donc, vous vous souvenez que vous comprenez que cet enfant, c'est un grand malade qui doit être suivi parce qu'il peut faire une perte de mémoire, il peut faire un choc hypovolémique, il peut faire un arrêt cardiaque, il peut mourir en fait. Et la plupart, les taux de mortalité en cas d'une acidocétose dans nos milieux est élevé. Quand on a un diabétique qui est compliqué comme ça, déséquilibré, surtout qui fait une acidocétose, le médecin se dit déjà, oh, il faut tu vas avoir couvert. Donc, c'est pourquoi pour Akoufaté, ces éléments, cette présentation, elle est importante pour voir quel est le rythme de suivi. Parce qu'en fait, l'ionogramme vous permet de guetter l'hypocalémie. Parce qu'en cas d'une acidocétose, vous avez d'abord une diurèse osmotique, parce qu'il y a une hyperosmolarité, je n'entre pas dans la physiopathologie, vous perdez du potassium. Mais même l'insulinothérapie peut aussi entraîner ça. Donc, vous avez une perte de potassium, vous avez une hypocalémie. Même l'ionogramme de départ, la calémie que vous pouvez avoir est une fausse hypercalémie par moment, parce que vous avez une acidose, vous êtes dans un contexte d'acidose. Donc, vous verrez, nous allons voir dans tout ça, même si la calémie elle est normale, on donne du potassium, on verra. Parce que la calémie ne reflète pas la calicie dans le cadre d'une acidocétose. Adapter les apports ioniques, ça c'est la présentation du docteur Orly Kazadi. Donc, il faut adapter, c'est après, pas au départ. La surveillance neurologique, donc Glasgow modifié, adapté à l'âge. Mise en condition, vous faites quoi? Nous avons un enfant, cet enfant de 4 ans qui est arrivé, le bébé porcien de 4 ans, il faut trouver vite, vite un abord veineux, mais pas seulement un seul, mais 3 ou disons 2 VPP. Donc, voie veineuse périphérique. La première voie, c'est pour une réhydratation. L'urgence en cas d'une acidocétose, un diabète déséquilibré chez les enfants, chers confrères, ce n'est pas l'insuline. Je répète, l'urgence en cas d'une acidocétose, d'un diabète de type 1 déséquilibré chez les enfants, aux urgences, ce n'est pas l'insuline. J'ai fait une pause. C'est la réhydratation. Deuxième voie, c'est pour l'insulinothérapie. On verra le rythme. Et puis, à la rigueur, on peut avoir une troisième voie pour les bilans sanguins de surveillance, c'est-à-dire pour le suivi. Parce que la prise en charge, c'est des H24, H36. OK. Mais une précision, c'est que la troisième voie doit être posée en aval du flux de la perfusion. Sinon, vous aurez des résultats qui sont faussés. Monitorage, tout ça, on a dit. Je reprends cette phrase en gras qui est en bas. L'enfant qui vient aux urgences, qui a une acidocétose, chers confrères, doit être à jeun pour la prise en charge. Nous allons restaurer sa volumétrie. Les bébés de 4 ans qui viennent d'arriver doivent être réhydratés en 24 à 36 heures. Mais, je répète, restaurer la volémie et corriger sans brutalité la perte des eaux. D'abord, vous devez l'évaluer. Le professeur Bodi l'a dit, vous devez voir est-ce que cet enfant est en choc ou pas. Est-ce qu'il a les signes de choc? Est-ce qu'il a une hypotension? Bien sûr, on peut voir au scope et tout. Ou sinon, aux urgences, vous connaissez l'évaluation du choc aux urgences. On a 3 signes essentiellement. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'est ça. Donc, bref, vous avez une froideur des extrémités. Vous pouvez juste toucher, vous posez votre diagnostic, même si vous n'avez pas de tensiomètre. Déjà, on ne cherche pas les tensiomètres vite aux urgences. Temps de récoloration capillaire qui est allongé ou supérieur à 3 secondes. Et puis, vous avez une froideur des extrémités. Vous avez un pouls qui est petit et rapide, filant. Donc, vous vous dites qu'il s'agit d'un choc. Si c'est un tel choc, la correction va se faire telle que le professeur Bodi l'a dit. Donc, vous avez 20 millilitres par kilo, mais sauf qu'ici, on utilise les sérums physiologiques. On fait les sérums phy pendant 30 minutes. Vous allez voir s'il faut répéter. Mais s'il n'est pas un choc, je vais vous montrer les schémas de prise en charge après.
Évitez l'utilisation des bicarbonates. Vous avez une acidose. Dans le contexte d'une acidocétose, évitons l'utilisation des bicarbonates. Ce n'est pas indiqué, c'est contre-indiqué. Sauf que je laisse une parenthèse. Il y a des indications, on verra. Quand est-ce qu'il faut donner des bicarbonates dans ce cadre-ci? Et ce n'est pas donné aux urgences, c'est en réanimation, souvent. Vous devez bloquer la cétogénèse parce qu'en fait, vous savez, comme il n'y a pas d'insuline, il y a une carence absolue et l'organisme va chercher des voies de suppléance. Il se dit, bon, comme il n'y a pas de glucose qui entre dans la cellule, nous allons chercher chez les lipides. On va faire la bêta-oxydation des lipides, donc la cétogénèse. L'idée, l'organisme n'est pas méchant, ce n'est pas pour produire des corps cétoniques dans le but d'entraîner l'acidocétose. Les corps cétoniques sont énergétiques, c'est pour produire de l'énergie. Mais sauf que dans leur nature physico-chimique, ce sont des acides. La bêta-hydroxybutyrate, c'est un acide fort. C'est lui qui détermine le pH très élevé dans l'acidocétose. L'acétone n'est pas un acide, mais l'acide acétoacétique est un acide faible. Donc, bref, c'est l'insulinothérapie qui bloque la cétogénèse. Et quand vous bloquez la cétogénèse, donc vous empêchez l'acidose. Mais deux fois même la réhydratation peut corriger toute cette situation. Déjà, la réhydratation au départ peut permettre à ce que la situation soit normale. Vous rétablissez l'équilibre hydroélectrolytique, l'osmolarité et tout. Déjà, ça aide beaucoup. Mais l'insulinothérapie, en donnant du glucose aux cellules, vous entrez dans les cycles de Krebs, donc vous aurez de l'ATP. Vous n'avez pas besoin d'aller rechercher les substrats énergétiques chez les lipides. Donc, l'insulinothérapie peut faire ça, pas les bicarbonates. Et puis, après la réhydratation, donc on va donner l'insuline, on va faire un apport potassique chez notre bébé. Il faut donner du potassium parce que je vous ai dit, il y a une acidose. Étant donné qu'il y a une acidose, on peut avoir une fausse normokaliémie ou une fausse hyperkaliémie. D'où, même si la calémie elle est normale, chez les enfants, on donne du potassium, apport potassique, vous verrez, pour libérer notamment le sodium qui est emprisonné en intracellulaire, pour permettre les échanges et tout. Vous savez que l'acidose a un impact sur la pompe à sodium-potassium. On n'entre pas là-bas. Donc, surveillance clinico-biologique. Traitement, on continue. On a déjà dit. Expansion volumique, 6 chocs, j'ai déjà anticipé, j'en ai parlé, le prof Bodi en a parlé. Réhydratation des départs. Cet enfant de 4 ans, nous l'avons hospitalisé aux soins intensifs. Nous devons prendre 2 ou 3 abords veineux. D'abord, nous avons fait une glycémie qui est à 400. N'ayez pas peur, même si c'est HI, ça va baisser. L'insuline baisse la glycémie. On m'a appelé, ça fait 2-3 jours, un hôpital de Kinshasa, où il y a un enfant qui a fait 4 jours, la glycémie ne baissait pas. C'était toujours aïe, et puis 400, 500. Nous l'avons pris en charge ensemble et l'enfant est sorti indemne, pas de problème. Donc, bref, première heure, c'est la réhydratation. H1, réhydratation. Cet enfant sera réhydraté. Soit qu'il est en choc, vous corrigez les chocs. S'il n'est pas en choc, alors vous allez corriger les chocs ici avec les sérums physiologiques. Mais s'il n'est pas en choc, on va faire une réhydratation normale. Mais sauf qu'il y a des schémas de réhydratation au niveau des différentes sociétés de diabétologie dont je suis membre. Je suis membre de la Société française des diabéto-endocrinopédiatriques. Donc, il y a des solutions ou des schémas standardisés. À la première heure, vous mettez 1 litre de sérum physiologique. C'est vrai, la question serait, est-ce que ce n'est pas par rapport au poids? Non, les schémas par rapport au poids restent. Ce n'est pas un problème. On le considère toujours. Parce que si vous lisez dans Nelson de pédiatrie, par exemple, on parle de ça aussi. Mais les schémas standardisés, parce que la prise en charge de l'acidocétose, il n'y a pas un schéma fixe au travers le monde. Que ce soit la Société américaine des diabétos, européenne, française et tout, il y a des consensus. Même le dernier consensus n'a pas pu
dégager un schéma fixe. Le schéma est dynamique. Donc, il y a des perfusions standardisées. Vous avez le NaCl, 1 litre. Et puis, on va mettre du calcium dedans, l'hypotassium plutôt, du KCl, avec un débit pareil. Ça, c'est la pousse seringue. L'insuline. Vous avez fini votre réhydratation de cet enfant. La première heure, nous avons fait la glycémie, 400. Nous avons placé 2 abords veineux. Le premier abord veineux, c'est pour, ou la première veine périphérique, voie veineuse périphérique, c'est pour la réhydratation ou le déchocage. Déchocage puis réhydratation. Deuxième voie veineuse périphérique, c'est pour l'insulinothérapie. La troisième voie, c'est pour les bilans de suivi, pour le contrôle de ces malades. C'est un malade qui doit être suivi régulièrement. En cas d'une acidocétose, même les infirmières se fatiguent, surtout si c'est la nuit. Une infirmière à l'étranger m'a dit, il dit, docteur, nous, j'ai dit ça, nous autres soignants à diabète, j'ai dit, bon, ce n'était pas des cas d'acidocétose. Donc, en cas d'une acidocétose, la prise en charge change. C'est un suivi régulier, vous devez être là. Donc, bref, la deuxième voie, on donne l'insuline. D'abord, il faut préparer l'insuline. On ne donne pas l'insuline en bolus. À l'époque, je crois qu'il y a certains médecins qui le font. Ils prennent les 1/10 du poids corporel de l'enfant et puis ils calculent, ils donnent l'insuline en bolus. N'a bêté dans le bolus avant Mataseyuka. Donc déjà, tu as biaisé les cas avant même de l'envoyer. On ne donne pas, n'est jamais administré de l'insuline en bolus. Souvenez-vous, le sujet, c'est la prise en charge actuelle du diabète aux urgences. Donc, l'idéal aurait été de placer une pousse seringue, ou soit si vous n'avez pas, on peut donner chaque heure et tout, vous voyez un peu, mais c'est dilué. Regardez comment on fait la dilution obligatoire. Vous voyez là-bas, je n'ai pas de, bon, je sais qu'il n'y a pas de curseur ici, donc, bref, dilution obligatoire. Changer de seringue, changer la seringue d'insuline toutes les 8 heures. Parce que l'insuline peut avoir une perte de stabilité quand vous l'ouvrez. Mais le problème, c'est, bon, comprenez, j'ai des interventions au programme national de lutte contre le diabète au Congo. Donc, il y a beaucoup de plaidoyers autour de la prise en charge du diabète, le financement et tout, parce que les enfants diabétiques dans les réseaux, normalement, sont pris en charge. Il faut, parce que la prise en charge, les coûts financiers du diabète est lourd. Mais bon, qu'à cela ne tienne, pour ne pas permettre la perte de stabilité, nous devons changer l'insuline, la seringue, toutes les 8 heures. Parce que l'objectif ici, c'est la diminution progressive de la glycémie. Je répète, chers médecins, chers confrères, ne cherchons pas à baisser vite la glycémie. Vous avez une glycémie à 500, vous voulez que ça puisse, en 1 heure du temps, baisser jusqu'à 200. Non, ça peut entraîner un édème cérébral ou autre chose. Donc, vous ne pouvez pas baisser la glycémie de 100 mg par décilitre ou 1 g par litre en 1 heure. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ça, c'est le schéma de perfusion standardisé que je vous ai mis dans la présentation. Donc, vous mettez une perfusion, vous mettez H0, H2. Donc, au départ, vous mettez 4 grammes de KCl dedans. Bref, c'est ça. On peut y revenir dans les questions si possible. Mais, il y a l'adaptation du débit de l'insuline. Bon, ça, c'est avec la pousse seringue. S'il y a des gens qui ont la pousse seringue, on peut en reparler. Sinon, dans la plupart de nos hôpitaux, nous n'avons pas de pousse seringue. Donc, parce qu'en fait, si vous avez une glycémie capillaire, parce que la dose de départ, je ne vous ai pas donné la dose de l'insuline, on donne combien? On donne, c'est 0,05 à 0,1 ou 0,1 unité internationale par kilo. Notre enfant, combien de kilos? 13 kilos. Donc, on peut donner 1,3 unités internationales d'insuline rapide. Normalement, on donne les analogues rapides, s'il y en a. Donc, bref, on donne 0,05 unités internationales à 0,1 unité internationale par kilo par heure. Mais la dose dépend du poids, de l'âge
et du suivi ou des différentes valeurs glycémiques que vous avez tout au long de votre prise en charge. Nous verrons après, parce que ça, c'est juste en urgence, mais les diabétiques, on le suit toute la vie. La dose de l'insuline chez un diabétique est personnalisée. Par exemple, si vous avez une glycémie capillaire au-delà de 2 grammes, donc supérieure à 200, après H3 d'insuline, donc après 3 heures du temps, c'est toujours au-delà de 200 mg. Vous avez 300 de glycémie. Il faut augmenter les débits de l'insuline, donc à 20%. Donc ça, c'est calculé. Donc je ne saurais pas entrer dans les détails à cause du matériel. Ça peut rester dans les questions. Les bicarbonates, la question du bicarbonate. Donc, vous avez réhydraté cet enfant, vous avez donné de l'insuline, mais il a une acidose. C'est vrai qu'il peut être corrigé en bloquant la cétogénèse, en donnant de l'insuline, l'insulinothérapie fonctionnelle. Mais les bicarbonates peuvent être donnés, mais en réanimation. Et si vous avez un pH essentiellement inférieur à 6,8, donc vous avez une acidose mortelle, sévère, alors là, on peut être amené à donner les bicarbonates 42 pour 1000. On donne 1 millimole par kilo et tout. Ce sont les réanimateurs qui, je ne vous conseillerais pas de prendre en charge dans un centre de santé un enfant qui a un pH inférieur à 6,8. Si vous le stabilisez, une réhydratation qui commence, vous commencez par une réhydrate, vous le transférez, ou soit vous appelez pour qu'on vous dise au départ qu'est-ce qu'il faut faire et puis vous le transférez. Je peux insister quand même, au départ, je n'en ai pas parlé, la place de l'ECG dans la prise en charge de cet enfant, c'est très important. C'est pour voir les signes de la dyscalémie. Parce qu'en fait, je vous ai dit que la calémie ne reflète pas la calicie, c'est-à-dire la concentration tissulaire du potassium dans le cadre d'une acidocétose. Actuellement, il y a une notion qui est très actuelle qu'on appelle l'insuline retard précoce. Ça veut dire quoi? Cet enfant qui est venu avec l'acidocétose, j'ai bien dit, il est déjà aux soins intensifs. On l'a réhydraté la première heure. La deuxième heure, c'est pour donner de l'insuline. Mais vous avez placé une perfusion d'insuline. C'est une insuline rapide, chaque heure, mais tout en contrôlant la glycémie chaque heure. Comprenez? Mais il ne faut pas qu'il Excusez, reste sous docteur. insuline. Oui, je suis presque à la fin. Et nous pouvons déjà chuter parce que notre temps est largement dépassé, s'il vous plaît. Merci. OK, ça va. Donc, cet enfant est pris en charge par l'insuline rapide. C'est une perfusion, mais il faut faire un relais. Dès que la glycémie atteint inférieure à 250, si vous voulez, ou 14 millimoles, normalement, on doit passer à l'insuline au schéma sous-cutané. Donc, quitte la perfusion d'insuline rapide, on doit donner les traitements qu'on appelle le schéma basal bolus. Mais avant de shifter, et souvenez-vous que cet enfant était à jeun, avant même qu'il ne reprenne à manger, il faut instaurer une insulinothérapie. On donne de l'insuline retard précoce, on donne, et puis après, vous passez au schéma basal bolus, c'est-à-dire on donne l'insuline rapide pour manger, et puis retard pour vivre le soir. Et puis cet enfant, on ne peut commencer à donner cette insuline surtout rapide comme ça que si l'enfant a repris à manger. Donc, les relais par insuline en sous-cutané, c'est fait par, on donne 40%. Vous avez 0,9 à 1 unité internationale par jour, par 24 heures, mais on donne 60% d'insuline rapide et puis 40% d'insuline lente. Donc, c'est 2 tiers et puis 1 tiers et tout. Après ça, il faut toujours penser à donner de l'insuline. Ça, c'est actuel aussi, une supplémentation potassique orale chez un enfant qui sort d'une acidocétose parce qu'il faut maintenir sa calémie et tout. Les complications en passant sont là, mais j'insiste sur l'édème cérébral. Vous avez un enfant qui est
cet enfant dont nous avons parlé, aux urgences ou aux soins intensifs, vous pensez à un édème cérébral parce que c'est un enfant, par exemple, qui entre soit en coma directement, de façon brute. Il entre en coma, il a des bradycardies, soit il a des céphalées atroces, des vomissements, un jet et tout. N'attendez pas de faire un scanner cérébral pour traiter. On donne du mannitol et on va faire le scanner cérébral après. L'hypocalémie, on en a parlé, docteur Oliva en parlait. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va insister ici, c'est la pneumopathie d'inhalation. Donc, il faut faire attention. Un enfant inconscient qui a une acidocétose peut vomir et faire une inhalation, une pneumonie d'inhalation. Les objectifs du traitement, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on est censé faire en cas d'une acidocétose? Il faut une diminution, puis une disparition de la cétonémie, si on a des bandelettes de cétonémie, ou la bandelette urinaire, la cétonurie. On soigne l'acidocétose jusqu'à la disparition de la cétonurie, ou la cétonémie, ce qui est mieux. Baissez progressivement la glycémie. Ne soyez pas pressé de baisser de façon vertigineuse la glycémie. La normalisation progressive des ions. La natrémie et la calémie, il ne faut pas être pressé non plus de les baisser, sinon vous allez entraîner d'autres troubles. Le relais par insuline sous-cutanée, sans urgence, ce n'est pas une urgence. Vous avez un enfant qui a une glycémie à 600. Vous avez instauré une insulinothérapie fonctionnelle, la perfusion d'insuline rapide. Ne vous empressez pas de vite mettre l'insuline en sous-cutanée. Donc, la prise en charge peut être en déant 24 à 48 heures. Et quand l'état clinique digestif le permet. Souvenez-vous que cet enfant a des corps cétoniques qui doivent être excrétés ou soit apurés par les émonctoires, notamment les tubes digestifs. C'est pourquoi il vomit et tout. Ce sont les corps cétoniques. Donc, jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'état clinique digestif est stable et que la cétose a complètement régressé. La prise en charge au long cours, ça, je laisse ça parce que donc, c'est un enfant qui après va bénéficier d'une insulinothérapie en sous-cutanée, insuline rapide, 4 fois par jour, parce qu'il va manger 4 fois ou 3 fois, ça sera adapté chez nous au Congo. Mais l'insuline retard se donnera le soir. On donne une unité, s'il a 10 kilos, une unité par kilo par jour, ça fera 10 unités. Je prendrai 60%. Donc, ça fait 6 unités de rapide. Il aura, s'il mange 3 fois, 2 unités, 2 unités, 2 unités. 30 minutes. Donc, avant de manger, j'ai fait la glycémie. Il mange. Je lui donne, donc, j'ai fait la glycémie, c'est autant. Je lui donne de l'insuline rapide. Il mange. Je contrôlerai 2 heures après en post-prandial. Et puis, 3 fois comme ça, s'il mange 3 fois. Mais normalement, c'est 4 fois. Dîner, petit déjeuner, petit déjeuner, déjeuner, dîner et puis souper le soir. Donc, bref. Et puis, le soir, il aura un retard pour vivre parce que la demi-vie est plus longue, ainsi de suite. Mais les régimes alimentaires, comme qui dirait, moi, il y a diabète à la sucralité. Ça n'existe plus tout ça là. Et surtout des surpoids, on n'a pas parlé de ça. Ailleurs, les enfants sont sous pompe à insuline, ils ont du pancréas artificiel, donc ça va réglementer avec le système de la boucle fermée, ça réglemente tout ça. Donc, un régime, une alimentation équilibrée comme tous les enfants. Mais les sucres à absorption rapide doivent être quand même limités. Je n'ai pas dit interdiction formelle, mais limitation. Comme c'est une ALD, c'est-à-dire une infection de longue durée, normalement, un enfant pareil, quand il sort de l'hôpital, il faut faire un projet d'accueil individualisé, c'est-à-dire vous écrivez tous, en cas de problème, faites ceci. Est-ce qu'il peut jouer au football? Si, à l'école, oui, il peut faire le sport, mais il ne doit pas manquer, par exemple, le sucre pour le resucrage en cas d'une hypoglycémie. Il y a des conditions, en fait. On va parler de ça. Le suivi, ce n'est pas aux urgences, mais il va sortir de l'hôpital, il vient des urgences. Il faut un suivi, il faut lui donner un programme, un suivi trimestriel. Cet enfant sera suivi. Nous laissons nos enfants comme ça. Le bébé de 4 ans, vous l'avez stabilisé, il est sorti de son acidocétose, et puis vous lui dites, bon, au revoir, vous avez payé la facture? Oui, c'est tout. Non, il faut un programme de sortie, un suivi trimestriel
l'autosurveillance glycémique. Donc, bref, on fait ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Il faut éduquer cet enfant, les parents, il y a les soutiens psychologiques, la compliance au traitement si c'est un adolescent, parce que les adolescents sont têtus et puis ils dépriment. Pourquoi seulement moi? Papa, pour un dans un diabète. La croissance, il faut suivre cette croissance. La puberté, si c'est un tout petit, il peut avoir un retard pubertaire après. Donc, il faut suivre tout ça. L'équilibre alimentaire, la recherche des zones de lipodystrophie, parce que c'est un enfant qui est souvent piqué. Il peut faire une lipodystrophie à certains endroits, il faut prendre en charge. ETP, donc éducation thérapeutique, régulière, adaptée au développement de l'enfant et à ses besoins. Mesure de l'hémoglobine glyquée tous les 3 mois. C'est pourquoi ces enfants à Kinshasa sont pris en charge dans un réseau financé. Sinon, si les parents ont des moyens, ils peuvent suivre toute cette recherche des maladies auto-immunes, il faut le faire. Je ne vais pas entrer dans ça. Correspondance entre la glycémie et l'hémoglobine glyquée, je n'entre pas. Dépistage de complications, ça c'est dans le suivi au long cours toujours. C'est un enfant qui sera suivi après. Mais c'est après une dizaine d'années que certains enfants, ou en moyenne 5 ans, que les enfants commencent à faire des complications telles que rétinopathie. C'est plus les adolescents. Donc, normalement, un enfant de 4 ans tel qu'il est là, il n'aura pas de complications chroniques du diabète de type 1, rétinopathie, neuropathie, néphropathie, les maladies cardiovasculaires et tout, donc la macroangiopathie. Et puis, il y a un bilan, vous voyez, pour la rétinopathie, fond d'œil, angiographie à la fluorescence, ainsi de suite. Hein, il faut suivre un suivi après. Conclusion. J'ai conclu en disant ceci. Les diabètes sucrés de type 1 existent chez les enfants. Et la prise en charge du diabète sucré de type 1 est possible. Les enfants qui font une acidocétose aux urgences ne sont pas obligés de mourir. C'est une complication évitable. La mortalité est potentielle. Mais le protocole validé et écrit doit être simplifié. C'est-à-dire aux urgences ou aux soins intensifs, on doit avoir un protocole clair, écrit, affiché, parce que c'est une urgence mortelle. Aucun protocole existant permet d'éliminer le risque de complications neurologiques. Donc, on aura toujours des gens qui vont devenir des rebelles après avoir fait une acidocétose. Donc, améliorer la prévention et puis sensibiliser, informer, ça, c'est les devoirs des Cortes Santé, j'ai dit, et je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Dr Christian Kinsona, qui est en endocrino-diabétologie pédiatrique. Alors, rapidement, nous allons, puisqu'il y a une petite modification de notre programme,